Bonsoir à tous, il est 18 h, jeudi 4 mars 2021. Merci de nous rejoindre pour le JT sur 8 Mont-Blanc. Des mobilisations en cascade pour des fermetures de classes et d'écoles en cascade. En Savoie, parents d'élèves et enseignants s'inquiètent de ces arbitrages de l'éducation nationale. À Ugine et Courchevel, par exemple, des rassemblements ont eu lieu. La direction académique a présenté la carte scolaire cette semaine pour s'expliquer. On fait le point dans ce journal. Les agriculteurs de la France entière sont privés de leur grand rendez-vous annuel. Cette année, le salon de l'agriculture devait avoir lieu cette semaine. Les concours agricoles, par contre, se poursuivent. Rencontre avec un producteur de reblochon habitué aux médailles dans ce journal. Et nous parlerons également économie avec la visite en Savoie du ministre délégué au PME ce jeudi et avec notre invité Alain Bonzi, président de l'U2P, l'Union des entreprises de proximité de Haute-Savoie. Mais avant, à Annecy, le combat se poursuit. Jean-Luc Rigaud, l'ancien maire, aujourd'hui conseiller municipal dans l'opposition, a annoncé ce midi saisir le Conseil d'État pour faire annuler l'élection municipale de juin dernier. Une décision révélée un mois, jour pour jour, après le rejet de l'annulation de l'élection par le tribunal administratif de Grenoble. Un point presse s'était organisé donc en milieu de journée sur le Paquier avec une dizaine de colistiers. On écoute Jean-Luc Rigaud. Le temps de la réflexion, je ne voulais pas prendre de décision à chaud parce qu'elles ne sont pas bonnes. L'avenir d'Annecy mérite vraiment que l'on se pose et que l'on réfléchisse. Et j'ai tenu à associer l'équipe dans cette décision, à prendre des contacts, à écouter les gens, avec plus de 44% des électeurs qui nous ont fait confiance, puisqu'il y a moins de 0,1% d'écart entre le résultat de notre équipe et celui de François Astorg. Eh bien, il est normal que l'on continue à porter la confiance des électeurs et donc à aller jusqu'au bout de la démarche parce que c'est aussi une manière de reconnaître leur fidélité et nous voulons rester fidèles à notre électorat. Enfin, 27 voix d'écart, moins du millième par rapport au nombre de votants. Eh bien, tous les spécialistes nous ont dit qu'il y avait eu suffisamment de choses qui se sont passées pour que ça puisse être rejugé avec un regard différent de la juridiction de Grenoble et avec un regard beaucoup plus national de façon à rééquilibrer avec ce qui peut se faire d'une région à l'autre et avoir un jugement objectif. Et les différentes parties ont un mois pour instruire le dossier. Le Conseil d'État devrait ensuite rendre sa décision dans les 3 prochains mois, probablement courant juin. Alain Griset, le ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, était en Savoie ce jeudi. Après avoir visité les thermes de Challes-les-Eaux et mené une table ronde avec des acteurs économiques de la montagne, le ministre a rencontré des commerçants à Arèche-Beaufort cet après-midi. Il s'est voulu rassurant pour répondre à leur mal-être. Sébastien Germain, qui était sur place, l'interrogeait sur le devenir des fournisseurs de l'aménagement de la montagne et de la filière outdoor, qui jugent les aides de l'État inadaptées. Eux craignent les retards ou annulations de commandes sur les 2-3 prochaines années. On écoute la réponse du ministre. On prend note, on regarde. Je pense que la France est aujourd'hui sûrement le pays qui accompagne le plus l'économie. Bon, j'enregistre le fait que dans certains cas, il y a des dispositifs que les professionnels souhaitent qu'on améliore. On va regarder tout ça pour regarder de quelle manière on peut ou pas trouver des dispositifs plus adaptés. On a affaire à beaucoup de professionnels très investis qui, au regard de la situation, essaient de trouver des solutions. Je les en félicite. Je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile, on le comprend. Fermer les remontées mécaniques, c'est une décision difficile que nous avons prise, mais néanmoins, on essaie de trouver les moyens de les accompagner au mieux. Et les attentes que chacun a, on les enregistre bien et on va les analyser une par une. On regardera ce qui est envisageable de faire, de quelle manière on peut le faire. Et ensuite, je ferai ou pas des propositions à Bruno Le Maire et au Premier ministre pour qu'on ait un arbitrage. Alain Griset qui sera en Haute-Savoie demain vendredi justement pour rencontrer les acteurs de la filière outdoor. Une visite de l'entreprise Schmideser et de la crèmerie fromagerie de Pierregat est également au programme. Et c'est un hasard du calendrier, mais il se trouve qu'Alain Griset est l'ancien président national de l'U2P, l'Union des entreprises de proximité, et que je reçois Alain Bonzi, le président de l'Union des entreprises de proximité de Haute-Savoie. Je vous en prie. Merci d'être sur ce plateau. Alors l'U2P en France représente 2,8 millions de très petites et moyennes entreprises dans des secteurs aussi divers que l'artisanat, le commerce de proximité ou les professions libérales. C'est 2/3 des entreprises françaises. L'économie de proximité plie mais ne rompt pas selon l'Union nationale. Est-ce qu'on peut considérer que c'est aussi le cas en Haute-Savoie ? Alors pour l'instant, il est vrai que avec toutes les aides qu'il y a eu, on ne peut que remercier le gouvernement et surtout le ministre des TPE-PME, Alain Griset, qui était notre ancien président national,
qui s'est beaucoup battu et qui a obtenu d'ailleurs le plan d'aide pour les entreprises, c'est grâce à lui. Aujourd'hui, tout tient. Les entreprises tiennent, même celles qui sont fermées. On va parler un peu des restaurateurs, surtout ces gens-là, les fermetures administratives, touchent des aides qui arrivent quasiment à compenser leur loyer. Mais il y a quand même d'autres charges qui sont derrière, il y a quand même d'autres problèmes qui sont derrière, il y a le problème des salariés, des choses comme ça. Et on s'attend malheureusement, il faut être honnête, on s'attend malheureusement à ce qu'à la fin de l'année, il y ait du dégât, il ne faut pas se cacher. Au niveau national, j'ai noté quelques chiffres suite à une enquête menée par l'Union nationale. 8% des chefs d'entreprise estiment qu'ils ne seront pas en mesure de rembourser les aides contractées. 3% anticipent une fermeture au cours des prochains mois. Vous en parliez, 90 000 entreprises envisagent même la fermeture définitive. Vous constatez un peu la même dynamique sur le département ? Alors aujourd'hui, je dirais qu'aujourd'hui c'est bloqué puisqu'il y a ordre de par les tribunaux et de par les experts comptables de ne pas faire les cessations de paiement. Donc ce qui fait que même les entreprises qui sont en difficulté de paiement ne sont pas déclarées au tribunal pour l'instant et restent officiellement ouvertes. Il est vrai qu'il y a déjà, on a vu déjà, j'ai rencontré plusieurs adhérents, il est vrai que déjà, ils savent qu'ils ne retourneront pas dans leur commerce, hein. Ils savent qu'ils sont là en attente de situation de jugement parce que de toute façon, quand ils vont rouvrir, ils auront des retards qu'ils ne pourront jamais combler. Il y a quand même des gens qui ont plus d'1 an de retard de loyer, des PGE qui ne pourront pas rembourser, et ils savent très bien que ça ne passera pas. Donc on aura, les chiffres nationaux seront les mêmes chez nous, hein, c'est sûr. Là, on parle économie, mais derrière toutes ces entreprises, il y a des très petites entreprises. C'est vraiment parfois le travail de toute une vie. Comment est le moral de vos adhérents ? Est-ce qu'ils font appel à vous pour être accompagnés aussi d'un point de vue humain ? Ouais. Alors, bon, un peu comme tout le monde, on a mis des cellules de psychologues en place pour les gens qui veulent appeler. Il y a des appels. Pas beaucoup, il y a des appels parce que je pense que c'est très difficile. Effectivement, comme vous dites, quand on est passionné, qu'on a mis tout notre argent, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont commerçants aujourd'hui, qui ont acheté leur fonds ou leur mur, mais qui n'ont jamais gagné de l'argent. Ils ont juste subvenu à leurs besoins, leur petit salaire de 1 200 euros. Ils ont payé toute leur vie, toutes leurs charges. Aujourd'hui, ils vont voir ça disparaître, qui n'est pas de leur cause, qui n'est pas une faute de gestion, c'est à cause de la pandémie. Et ces gens-là, demain, vont disparaître. Et ça, sur le plan humain, ça va être, je pense, très compliqué à gérer. Du coup, il y a la partie aide publique, il y a aussi les collectivités qui présentent des plans d'aide dans différents secteurs. Pour vous, le levier, le rebond, il peut se trouver où ? Alors, le rebond, il peut se trouver, moi je pense qu'aujourd'hui, il va falloir discuter sur les charges sociales, puisque toutes les entreprises ont reculé quasiment leurs charges sociales, donc il va falloir discuter sur ces charges sociales. Évidemment, dire au gouvernement annuler les charges sociales, ils vont sauter, je comprends très bien, mais il va falloir trouver une solution. Et puis, moi je crois qu'il faut refaire encore un effort financier, que tous ces gens qui aujourd'hui sont en difficulté, mais ce n'est pas des fautes de gestion, ce n'est pas parce qu'ils sont partis en vacances 2 mois, ce n'est pas parce qu'ils ont acheté un appartement à Saint-Tropez, ce n'est pas parce qu'ils ont acheté une Ferrari, mais qui sont surtout en difficulté à cause du corona. Je crois qu'il faut que la société mette la main à la poche. Il faut absolument qu'on sauve ces gens, les assurances, etc. Tous ces gens-là doivent venir aujourd'hui en aide. Vous citez les assurances, ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, il y a les aides publiques, mais la partie privée ne suit pas ? Non. Alors les assurances, je suis un petit peu... c'est un dossier que je chéris un peu, puisque les assurances n'ont pas du tout fait le jeu. Les assurances, moi j'ai pas honte de le dire, c'est des gens qui pendant la première pandémie se sont permis, et c'est tout à fait normal, de mettre leurs salariés en chômage partiel, puisqu'il n'y avait plus de dossiers de sinistres d'ouvert, puisqu'on a un cambriolage toutes les 3 minutes en France, là il n'y a plus de cambriolage, les gens sont chez eux, donc on ne peut pas cambrioler. On en parle justement des chiffres de la délinquance tout à l'heure, j'en profite. Voilà. La sinistralité routière, il n'y en avait plus non plus, parce que de toute façon plus personne ne roulait. Donc c'est quand même des économies qui ont été énormes pour les assurances, et qui aujourd'hui ne veulent pas assumer leur responsabilité dans les contrats d'assurance qui a été fait pour certains commerçants sur les fermetures administratives et sur les risques pandémiques. On a AXA, je dirais simplement que vous avez les contrats qui ont été faits pour les pertes d'exploitation et les risques pandémiques. La garantie ne perd plus si au moins un établissement situé dans le même département fait l'objet d'une fermeture administrative pour les mêmes raisons. Donc là, ça a été porté au tribunal. Donc ça, c'est au tribunal. Il y a des cas aujourd'hui qui sont gagnés. En cour d'appel de Valence, on m'a dit là-bas, donc c'est une grosse cour d'appel. Donc il y a des cas qui sont gagnés, il y aura certainement
encore des suites, mais on a quand même aujourd'hui bon espoir et je ne pense pas que certaines assurances avaient prévu qu'on aille comme ça jusqu'au fond. Et ça, c'est le rôle de l'UDP aussi, d'accompagner nos adhérents là-dedans. Je l'ai dit, hein, vous accompagnez notamment des très petites entreprises, petites, moyennes entreprises. Le fait d'être petit, flexible peut-être, est-ce que parfois ça a pu aider dans cette crise-là où il y avait notamment ce manque de visibilité dans de très nombreux secteurs? Oui, alors vous avez raison de le dire parce que c'est beaucoup plus facile dans une période comme ça pour les petits, puisque qu'est-ce qu'on a, c'est que bien souvent le gérant et l'épouse du gérant, bien souvent, le salaire, ils ne vont plus le prendre, hein, ils vont prendre vraiment que le minimum pour vivre. Et puis il y a aussi une chose qu'il faut remercier, c'est les salariés qui jouent le jeu, hein, qui ont accepté des pertes de baisse de salaire, hein, il ne faut pas s'en cacher. Il y a aujourd'hui des entreprises qui n'arrivent pas à faire le complément du salaire entre la prise sociale du chômage partiel et le salaire. Les salariés, quand même, aujourd'hui, mettent le poing dans la poche et jouent le jeu avec leur patron. Et il est vrai que c'est comme un peu plus facile pour nous, mais avec des gros efforts. Hein. L'étape d'après, les prochains mois, vous avez dit votre inquiétude de voir certains de vos adhérents, certaines entreprises mettre la clé sous la porte. L'étape d'après, pour vous, elle doit être où? Alors l'étape d'après, elle est sur le futur, c'est la vision est un peu courte puisqu'on sait qu'il y a un mode de changement de vie qui va se faire, de consommation qui va se faire. Aujourd'hui, on a les problèmes avec l'Internet, hein, avec tous ces systèmes-là qui sont là, mais qui arrivent, que les jeunes sont dedans, que c'est un nouveau système aujourd'hui de consommation, d'achat, de vente. Moi, je pense que il faut de toute façon pas être pessimiste, il faut être optimiste. Moi, je suis un éternel optimiste, il faut y croire. On va repartir, ça va redémarrer. Il va falloir se remettre en question, c'est sûr. Il va y avoir des nouveaux métiers qui vont se créer, il y en a d'autres qui vont s'arrêter. Mais ce n'est pas parce que son métier s'arrête de se dire que c'est foutu. Il faut justement en profiter pour changer, repartir sur une autre vision du futur. Et puis, il faut se battre parce qu'il faut penser à nos jeunes. Et la proximité a de l'avenir? Oui, proximité a de l'avenir, parce que comme vous avez dit, l'UDP, c'est comme 86% des entreprises, commerces, artisanat de proximité, profession libérale. 86%, donc c'est quand même quasiment le territoire français. Donc la proximité peut avoir que de l'avenir. Merci beaucoup, Alain Griset, d'être venu sur notre Alain Bonzé. Pardon. Oui, Alain Griset, c'est le ministre, pardon. C'est le ministre. Merci beaucoup. Une deuxième année sans la foire de La Roche-sur-Foron, déjà annulée en 2020. La foire internationale n'aura pas lieu en 2021. La Roche Expo, elle était prévue du 1er au 10 mai prochain. L'organisation prépare les prochains rendez-vous, notamment le salon Mieux Vivre Expo, prévu du 28 octobre au 1er novembre, ou encore le Forum des collectivités territoriales en novembre. Et la prochaine édition, si tout va bien, se déroulera donc du 30 avril au 9 mai 2022. Je vous le disais en titre, les fermetures de classes et d'écoles pour l'an prochain s'enchaînent en Savoie. Le portail de l'école du Crécherel à Ugine sera définitivement fermé en fin d'année, tout comme la classe de maternelle à Courchevel. L'objectif invoqué par l'Éducation nationale, sauver des postes d'enseignants. On fait le point sur la situation dans le département avec Lorena Bordiec. Le chemin de l'école de Crécherel, emprunté par des générations d'élèves, s'effacera petit à petit. La mairie d'Ugine a voté la semaine dernière, la petite école de quartier fermera définitivement ses portes cet été. Prévenus seulement à la mi-janvier, certains parents d'élèves ont été pris de court. Ils remettent en cause la décision de fermer l'école en temps de pandémie. On nous met devant le fait accompli et on trouve que cette décision-là, c'est précipité. Et vraiment, on demande à ce que tout soit bien calé pour la rentrée de septembre pour les enfants. Les 92 élèves de l'école migreront vers celle du Pringolier, en centre-ville, à la rentrée prochaine. On attend aussi de voir la construction du soi-disant restaurant scolaire de 400 places qui nous ont dit qu'ils allaient créer rapidement. Mais pour l'instant, il n'y a absolument rien de concret pour nous. Une pétition a circulé, 120 personnes se sont mobilisées le jour du vote pour tenter de maintenir l'école ouverte, mais sans succès. De son côté, le maire d'Ugine veut rassurer les parents. Il assure que les travaux seront faits, que la nouvelle cantine sera prête après les vacances de novembre 2021 et que la sécurité sera assurée pour le déplacement des élèves. On s'est battu pour sauver 2 postes. Qu'est-ce qu'il faut faire de mieux? Fermer en 2022, on a eu 3 postes supprimés, recréer des postes, c'est 31, 32 élèves par classe qu'on n'aurait jamais eu au vu des effectifs qu'on a. Il faut être juste un peu réaliste. Moi, j'entends les parents. J'entends qu'effectivement, la petite école des Crécherel, c'était quelque chose d'extraordinaire, bien sûr. Mais si c'est pour avoir des classes surchargées de partout, pour faire plaisir à quelques parents,
On ne peut pas le voir comme ça. À Courchevel, c'est une classe de maternelle qui ferme, mobilisant élus et habitants. Pourtant, les effectifs étaient encore stables. Éric Lavis, le directeur académique, répond aux parents. J'ai bien regardé les effectifs qui m'ont été transmis par Courchevel et on pourra avoir à la rentrée 24 élèves maximum en grande section, comme annoncé et comme ce sera réalisé dans 99% des écoles du département. Au total, 24 classes vont fermer en Savoie, tandis que 27 postes seront supprimés. Par contre, 16 nouvelles classes vont ouvrir. Les collèges seront particulièrement touchés par la fermeture des postes. Nombre d'entre eux seront réattribués en maternelle. Dans le second degré, il est vrai que la politique nationale a supprimé un certain nombre de postes d'enseignants, 1800 au niveau national, et que ça a été en partie compensé par des heures supplémentaires. Un bilan qui reste satisfaisant pour le directeur académique, au vu des moyens qui lui ont été alloués cette année. Et ce nombre important de fermetures est également dû à la baisse du nombre d'élèves attendus dans la région, moins 495 en Savoie et moins 357 en Haute-Savoie. Au début de ce journal, on entendait la réaction de Jean-Luc Rigaud qui a annoncé son recours au Conseil d'État. On vient de recevoir la réaction de l'annonce du recours de François Astorg et de Frédéric Lardet, présidente du Grand Annecy. Je les cite, nous prenons acte de la décision de M. Rigaud. Nous notons toutefois qu'il n'apporte aucun élément nouveau. En agissant ainsi, il prend le risque de déstabiliser nos deux institutions, ville et agglomération, et n'agit pas dans l'intérêt des habitants. Pour notre part, nous sommes sereins. Voilà pour la réaction de la majorité actuelle. La délinquance est elle aussi impactée par la crise sanitaire. C'est le constat qu'ont présenté aujourd'hui le préfet et la procureure d'Annecy. En 2020, les cambriolages ont baissé de 24% dans le département du fait des confinements et couvre-feu. Les atteintes à l'intégrité physique, dont les violences faites aux femmes, progressent, elles, de plus de 5%. Le trafic de stupéfiants augmente lui aussi avec près de 4000 infractions constatées. Enfin, les forces de sécurité ont été largement mobilisées pour faire respecter les mesures de lutte contre la crise sanitaire. C'est le cas des douanes qui effectuent toujours un contrôle renforcé aux frontières. On écoute le directeur régional au micro de Victoria Lopez. L'impact de Covid, il est vraiment à deux niveaux. Le premier, effectivement, une présence encore plus renforcée sur les frontières, notamment pendant la période de confinement où, de toute manière, avec les autorités suisses, le nombre de passages autorisés avait été réduit et donc était tenu de manière extrêmement stricte entre la douane et la police de l'air et des frontières, mais principalement la douane sur la Haute-Savoie. Donc avec des contrôles et la capacité de ne pas admettre les gens qui n'étaient pas en régularité. Les frontaliers ont été un paramètre à prendre en compte, mais même dans la période du premier confinement de mars à mai, très rapidement, les frontaliers, on a pu préserver leur capacité d'aller venir et travailler. Donc cette notion de bassin de vie, cette notion de pouvoir continuer à traverser cette frontière. Oui, c'était moins facile, oui, elle était plus contrôlée, mais c'est resté possible tout au long de l'année 2020. Puis ensuite, le travail plus classique, et notamment les contrôles en matière de circulation d'argent ou de stupéfiants, qui, eux, n'ont pas été confinés et ont continué pendant cette période, ce qui fait que les résultats, que ce soit en matière financière, en matière de blanchiment, en matière de stupéfiants, sont encore supérieurs à l'année de 2019. À Chambéry, un changement du côté du marché du Biolay en Berne depuis plusieurs années. La ville a revu le format de ce rendez-vous hebdomadaire. À partir de demain, 5 mars, il se tiendra désormais le vendredi matin au lieu du mercredi avec une quinzaine d'étaliers. Pour renforcer le rendez-vous et fidéliser les commerçants, la ville offre l'emplacement jusqu'au mois d'août. Rendez-vous est donc donné dès vendredi de 7h à 12h30 près de la mairie de quartier, au Biolay donc. Je vous le disais en titre, pour la première fois depuis 50 ans, le Salon de l'agriculture, initialement programmé du 27 février au 7 mars, n'aura pas lieu cette année, mais les concours agricoles, eux, sont bien maintenus. Ces titres d'excellence symbolisent la qualité du savoir-faire dans les différentes filières agricoles. Au cœur du massif des Aravis, l'exploitation du Nambrouillan est déjà 3 fois lauréat pour son reblochon fermier, et ils tenteront cette année encore de décrocher leur 4e palme consécutive. Emmanuel Jaude a rencontré les producteurs. Le savoir-faire agricole fait partie de ces héritages qui ont forgé notre société. Des métiers passions qui ont aussi leur célébration. Les concours agricoles récompensent en effet la maîtrise du geste et ce, avec beaucoup d'exigences. C'est sûr que par rapport à nos fromages à comparer si on veut d'un vin,
un vin, il aura une médaille, on va dire que c'est représentatif pour toutes les ventes qui vont avoir lieu sur l'année. Nous, le fromage, il est fabriqué, comme le reblochon fermier, c'est 2 fois par jour, ça va être une seule fabrication. Mais normalement, on essaye de faire de la qualité toute l'année, on ne joue pas exprès pour les concours. Tout ce qui est médaille, c'est une récompense on va dire, du travail acharné et d'un produit qu'on essaye de sortir au mieux de sa qualité. Et après, voilà, tout découle par la suite, mais avant tout, c'est du temps. Afin de perpétuer la tradition, il a toutefois fallu s'adapter, car si l'AOC du reblochon existe depuis 1958, le mode de fabrication s'est quand même modernisé. Ça fait une trentaine d'années qu'on est installé, donc depuis le début, il y a des choses qui ont changé, hein. Donc on voit la progression, voilà. Puis je pense que ça va continuer, hein. Voilà, il y a des systèmes de fabrication qui changent et il faut suivre aussi. On dit qu'il faut écouter le consommateur, mais c'est à nous aussi à leur montrer que le reblochon, voilà, faut qu'il soit d'une telle façon. Normalement, le reblochon, c'est un fromage qui se mange au plateau, qui soit très crémeux avec du pain et puis un bon coup de rouge, voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on souhaite donc continuer. Avec 3 médailles d'or consécutives au concours agricole, l'exploitation du Nant-Brouillan s'est vu décerner le prix d'excellence en 2020. La reconnaissance ultime pour cette famille de passionnés qui les pousse aujourd'hui à continuer de s'améliorer. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, c'est la météo de Thierry Paul. Mais juste après, on se retrouve à Morzine pour le dernier épisode de Panorama. Passez une très belle soirée. À demain.